Quelque part dans les caves très sécurisées de la Bibliothèque nationale de Naples, il y a un objet vraiment fascinant. Un objet qui attend là patiemment depuis un peu plus de 2 siècles. Ouais, et quand on le voit pour la première fois, on ne s'en rend pas compte, mais ça ressemble juste à un morceau de charbon, en fait. C'est ça, c'est un cylindre noir un peu informe qui fait genre une dizaine de centimètres de long. Tout à fait. Et c'est un objet qui ne pèse presque rien. Et surtout, le truc fou, c'est qu'on n'ose même pas l'effleurer. Ben non, la moindre pression, le moindre faux mouvement, et Et ça se réduit en poussière grise, instantanément. c'est exactement ça, ouais. Et pourtant, depuis cette nuit terrible du 24 octobre de l'an 7-9 après Jésus-Christ, au moment précis où le Vésuve l'a carbonisé, ce texte est resté enfermé dans un silence absolu. Hmm, un silence total. Personne ne sait ce qu'il dit. Voilà. Mais en se plongeant dans les documents qu'on a rassemblés pour cette exploration d'aujourd'hui, Notamment ce fameux rapport de Block News, ouais. exactement ce rapport très fouillé, eh bien, on réalise que ce silence est sur le point d'être brisé. En fait, l'intelligence artificielle est littéralement en train de réécrire notre compréhension du passé. Ouais. Elles permettent de lire l'illisible, ce qui est quand même un truc de fou. C'est clair. Pour donner une image, c'est un peu comme si on essayait de lire le journal de la veille qui aurait été jeté dans un feu de camp. Mhm. Mais, et c'est là la difficulté, sans avoir le droit de toucher les cendres pour tourner les pages. Ah bah le défi technique derrière cette comparaison, il est colossal. Enfin, on ne parle pas de restaurer un vieux livre un peu écorné, là. Non, pas du tout. Je veux dire, la plus grande bibliothèque fantôme de l'histoire humaine, quoi. La bibliothèque fantôme, ouais, le terme est fort, mais pour bien comprendre comment la technologie a réussi ce miracle, il faut peut-être revenir à la source du problème, à Herculanum. Ouais. Le contexte physique est hyper important. Contrairement à Pompéi, qui a été un peu étouffé sous les cendres, Herculanum a été frappé par ce qu'on appelle des coulées pyroclastiques. Une vague de chaleur énorme, c'est ça, hein? C'est ça, une chaleur d'environ 500 degrés qui a instantanément carbonisé une villa de luxe, la fameuse Villa des Papyrus. Celle de Pison, le beau-père de Jules César, si je me souviens bien. Exactement. Et à l'intérieur, plus de 1800 rouleaux de papyrus ont été littéralement cuits au four. Et le plus dingue, c'est que c'est la seule bibliothèque de l'Antiquité qui ait survécu jusqu'à nous. Oui. Mais elle a survécu sous forme de bûches calcinées, hein. C'est ça le paradoxe. Et depuis leur découverte au XVIIIe siècle, on a bien essayé de les lire, non? Ah bah, toutes les tentatives ont été des catastrophes absolues. Les premiers chercheurs essayaient de les dérouler à la main avec des machines, Ce qui les brisait en confetti, j'imagine. c'est ça, des confettis noirs. Ensuite, ils ont testé des produits chimiques. Aïe. Ouais, ça a fini par effacer le peu d'encre qui restait. Donc au final, la communauté scientifique a juste baissé les bras. Et donc aujourd'hui, il reste quoi? Genre 600 rouleaux qui sont enfermés et qu'on ne touche plus? Voilà, soigneusement rangés, fermés à double tour. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la donne a changé en 2023. Ah oui, avec le Vesuvian Challenge. Tout à fait, un concours lancé par des pontes de la tech et le professeur Brent Seals. Leur idée de base, c'était de se dire, est-ce qu'on peut scanner ces rouleaux, mais sans jamais, au grand jamais, les ouvrir? Et ils ont fait comment? Parce que ça paraît impossible. L'approche de Seals, ça a été d'utiliser la tomographie par contraste de phase aux zéro-ions X. Waouh, ok, le nom fait un peu peur. Ouais, c'est très technique. En gros, ils ont pris ces rouleaux très fragiles, ils les ont emmenés dans un synchrotron. C'est un accélérateur de particules géant près d'Oxford. Attendez, un accélérateur de particules? Juste pour un bout de papier brûlé? C'est ça. Parce que la lumière générée par ce synchrotron est des milliards de fois plus brillante que le Soleil. Ça permet de faire un scan 3D d'une résolution dingue, au micromètre près. D'accord, donc l'ordinateur recrée l'intérieur du rouleau en 3D? Exact. Et ensuite, on peut le dérouler virtuellement sur un écran, sans toucher l'objet physique. Ok, sur le papier, sans mauvais jeu de mots, l'idée de dérouler une modélisation 3D, c'est brillant. Mais en lisant l'entête en détail, j'ai tiqué sur un obstacle majeur. Le problème de l'encre, n'est-ce pas? Exactement. On parle de rouleaux romains. Les Romains écrivaient avec une encre végétale. De l'eau, de la gomme arabique et de la suie, ouais. Voilà. De la suie, donc du carbone pur. Et le papyrus qui a été brûlé par le volcan, c'est devenu quoi? Du carbone pur aussi. C'est ça. Donc, quand on passe tout ça au rayon X, tout répond de la même manière. La machine ne voit aucune différence de densité. C'est le mur auquel ils se sont heurtés, ouais. Donc on cherche littéralement de l'encre noire sur du papier noir dans une pièce sombre, quoi.
Comment une IA fait-elle pour voir un truc qui n'a pas de contraste chimique avec son support? C'est vraiment le nœud du problème, hein. Et c'est là que l'IA a fait un truc incroyable. L'encre ne crée pas de contraste radiologique, c'est vrai, mais en 2023, la percée, ça a été de comprendre qu'elle modifiait la morphologie physique du papyrus. La morphologie, c'est-à-dire? En gros, il y a 2000 ans, quand le scribe a posé cette encre humide sur les fibres, puis qu'elle a séché et qu'ensuite le tout a été cuit par le Vésuve, Ouais. ça a créé une réaction physique. L'encre a très très légèrement rétracté les fibres végétales. Elle a créé de minuscules craquelures. Ah, un relief. Voilà, un relief imperceptible à l'œil nu, de l'ordre de quelques microns d'épaisseur. Ok, donc on ne cherche plus guettou une couleur en fait. On cherche une texture. On cherche les cicatrices que l'encre a laissées sur le papier. Exactement. Et c'est pour repérer ces variations topographiques infimes qu'ils ont utilisé le machine learning. Les organisateurs ont mis les scans 3D en open source sur Internet. Ce qui est génial d'ailleurs. Et en 2024, 3 étudiants, un berlinois, un stagiaire de SpaceX et un étudiant suisse, ont mis leur modèle en commun. Ils ont pris des réseaux de neurones qui, à la base, servaient à analyser le mouvement dans des vidéos, D'accord. et ils les ont entraînés à repérer ces motifs de craquelure dans l'espace 3D du rouleau. L'IA analyse ce qu'on appelle des voxels, des pixels en 3D, et elle apprend à différencier le papyrus lisse du papyrus ancré et craquelé. Et le résultat est juste stupéfiant. En combinant tout ça, ces 3 étudiants ont carrément gagné les 700 000 $ du prix. Ouais. En déchiffrant 5% d'un rouleau, ce qui fait à peu près 2000 lettres grecques. Et ce qui ressort de ce bout de charbon, c'est pas juste des lettres au hasard. C'est un texte inédit qui parle de plaisir, de sensation, d'abondance. Ouais, un texte qu'on attribue au philosophe épicurien Philodème de Gadara. C'est fou de se dire qu'on entend la voix de cet homme qui nous parle de la joie de vivre et qui sort tout droit d'un bloc de cendres vieux de 2000 ans. C'est très poétique, c'est clair. Mais cette prouesse, elle résout le problème d'un support qui est détruit, mais qui est physiquement là. Oui, le rouleau existe, même s'il est en miettes. Voilà. Ce qui amène une autre question. Comment l'informatique gère la destruction totale? Quand le texte a littéralement disparu, quand la pierre est brisée et qu'il y a juste un vide. Ce qui est le cas pour la plupart des inscriptions antiques, finalement. Absolument. Et c'est là qu'on arrive au deuxième volet de notre plongée avec le projet Ithaka, un projet développé par Google DeepMind en 2022. Là, on oublie les rouleaux, on s'attaque à la pierre et au marbre. Ouais, ils ont rassemblé une base de données de 78 608 inscriptions en grec ancien sur une période de 1400 ans. Et ce sont surtout des fragments. Il manque la moitié d'un décret à Athènes où le nom d'un roi est effacé. C'est ça. Et le fonctionnement d'Ithaka est fascinant, parce que c'est de l'analyse probabiliste et vectorielle. L'IA ne s'amuse pas juste à deviner la lettre suivante au hasard. Elle fait quoi du coup? Elle transforme chaque mot, chaque séquence de ces 78 000 textes en vecteurs mathématiques. Elle cartographie la distance spatiale et sémantique entre les mots en grec ancien. Donc si je comprends bien, si on a le mot impôt et le mot navire, Voilà, l'IA sait statistiquement quels mots avaient tendance à graviter autour d'eux à Athènes en 400 avant notre ère. c'est dingue de penser à l'histoire sous forme de géométrie. Mais il y a un truc qui me chiffonne. C'est un peu comme jouer au jeu du pendu à une échelle monumentale, non? C'est une bonne comparaison. Sauf que là, les enjeux sont énormes. Si on a une stèle qui détaille les lois de la démocratie athénienne et que l'IA se trompe de mots en remplissant les trous, on risque de baser toute notre compréhension historique sur une hallucination de l'algorithme. Ah mais le risque est bien réel. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les statistiques de DeepMind de près. Un humain seul, un expert épigraphiste, face à un texte très abîmé, il a un taux de précision de combien à ton avis? Je sais pas, 50%? Même pas, 25%. Ah oui, c'est peu. Il y a Ithaka, toute seule, elle monte à 62%. Elle est beaucoup plus forte pour repérer les motifs récurrents. Ce qui est déjà une sacrée différence. Ouais. Mais la vraie magie, l'innovation, c'est la collaboration. L'IA ne donne pas une seule réponse en disant « c'est ça la vérité ». Elle propose une carte de probabilité. Genre, il y a 40% de chances que ce soit le mot guerre. Et 30% que ce soit alliance, exactement. Et c'est l'historien humain qui prend la décision finale avec son bagage culturel. Et là, en combinant les deux, la précision grimpe à 72%. C'est une belle synergie, je trouve. Et l'outil fait plus que juste remplir les blancs, non? Le rapport parlait aussi de datation. Tout à fait. En analysant la syntaxe et l'évolution grammaticale, Ithaka peut localiser géographiquement d'où vient une pierre brisée, et elle peut la dater à moins de 30 ans près. Moins de 30 ans? C'est ultra précis pour l'Antiquité.
C'est même suffisant pour résoudre de vieux débats académiques. Ça a permis de reclasser certains décrets athéniens qui nous empêchaient de bien comprendre leur système de vote, par exemple. L'algorithme voit des glissements linguistiques infimes que l'œil humain ne peut juste pas corréler sur 78 000 textes. C'est vraiment la vision macroscopique qui fait la différence. Exactement. Bon, du coup, l'IA trouve l'invisible dans les cendres d'Herculaneum, elle restaure le vide des stèles grecques, mais notre source aborde un troisième défi. Et c'est presque un problème de riche, en fait. Le déluge de données. C'est ça. Le déluge pur et simple de textes physiques qu'on possède déjà, mais qu'on n'a juste pas le temps de lire. L'exemple parfait, c'est l'écriture cunéiforme, la plus ancienne du monde. À la Mésopotamie, ouais. Aujourd'hui, on a plus de 500 000 tablettes d'argile dans les musées du monde entier. 500 000. Et face à ça, il y a quoi? Une poignée d'experts capables de lire l'akkadien couramment. Le goulot d'étranglement est totalement insurmontable. Un chercheur humain va mettre des heures, parfois des jours, pour déchiffrer une seule tablette un peu complexe. C'est beaucoup trop long. Et c'est pour ça qu'en 2023, une équipe de Tel Aviv a créé un modèle capable de traduire ces textes quasi instantanément, directement vers l'anglais. Waouh! Et en Allemagne, ils font des scans 3D des tablettes avec de la reconnaissance de caractères en 3D qui gère les ombres sur l'argile. La machine traite des milliers d'années de texte en quelques jours. D'accord, c'est impressionnant techniquement. Mais je vais faire un peu l'avocat du diable. Vas-y. On sait très bien que l'immense majorité de ces centaines de milliers de tablettes, ce n'est pas l'épopée de Gilgamesh. C'est surtout des inventaires de bétail, des reçus pour de l'orge, des petits contrats sans grande envergure. C'est vrai, c'est très administratif. Du coup, mobiliser une puissance de calcul monstrueuse pour traduire 300 000 listes de courses mésopotamiennes, est-ce qu'on risque pas de juste se noyer sous des informations banales? Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, cette banalité apparente, elle est hyper trompeuse. C'est même le cœur de la recherche moderne. Ah bon? En quoi une liste de courses, c'est crucial? Une liste de courses, c'est une anecdote, mais 100 000 listes de courses analysées par une IA, c'est une base de données macroéconomique. Ah, je vois. En croisant le prix de l'orge sur 3 siècles, on peut détecter une sécheresse prolongée. Et soudain, on s'explique la chute d'un empire ou une migration massive que les archéologues ne comprenaient pas. Le volume crée le contexte. D'accord, c'est le fameux big data appliqué à l'Antiquité. Et surtout, c'est au milieu de ce bruit de fond qu'on trouve les anomalies incroyables. Ça me fait penser à cette découverte géniale mentionnée dans le rapport faite par l'Université de Naples en 2024. Ah oui, avec Platon, hein. Voilà. En passant un papyrus d'Herculanum à l'imagerie infrarouge et en utilisant l'IA pour améliorer le contraste, ils ont lu un texte qui semblait complètement secondaire. Ouais. Et là, au milieu des descriptions, Bam, la localisation exacte de la tombe de Platon. c'est fou, hein? On savait vaguement qu'il était dans l'Académie d'Athènes, mais là, l'IA trouve la mention d'un jardin privé spécifique près d'un sanctuaire des Muses. L'info était noyée dans la masse. Et ce principe s'applique même aux textes sacrés. Ça change carrément notre chronologie. En juin 2025, la revue PLOS ONE a publié une étude sur les manuscrits de la Mer Morte, les plus vieux témoins de la Bible hébraïque. Oui, trouvé à Qumran. Ils ont combiné le carbone 14 avec une analyse biométrique de l'écriture assistée par IA. Attendez, là j'ai besoin d'une précision. Comment une IA peut dater un manuscrit mieux que le carbone 14? Le radiocarbone, ça nous donne l'âge de la peau de l'animal, pas le moment où le gars a écrit dessus, non? C'est exactement ça. Et c'est tout le génie de l'analyse paléographique algorithmique. L'IA ne s'occupe pas de la chimie de l'encre. Elle analyse le comportement biométrique du scribe. 2 textes viennent du même scribe ou de la même génération avec une précision mathématique. Que l'œil humain ne peut pas voir. Impossible. Et grâce à ça, ils ont redaté des morceaux du livre de Daniel et de l'Ecclésiaste. On a réalisé que certains fragments étaient bien plus anciens qu'on le pensait. Ce qui veut dire qu'on ne regarde plus juste des copies tardives, mais qu'on se rapproche de la création même de ces textes originaux. L'impact sur l'histoire des religions est colossal, oui. Bon, tout ça, ça dessine un paysage où la technologie a l'air infaillible, quoi. Elle trouve la tombe de Platon, elle fait de la macroéconomie antique, elle redessine la Bible, mais il faut quand même regarder l'envers du décor. Ah, les limites de l'outil. Bah oui, si on confie notre histoire à des modèles prédictifs, le risque de biais dans les données d'entraînement, il doit être majeur, non? C'est le défi numéro 1. On appelle ça l'effet de miroir algorithmique. Prenons Herculanum, par exemple. La majorité des textes déchiffrés là-bas sont liés à l'épicurisme. Parce que la bibliothèque appartenait à un fan de cette philosophie. Exactement. Mais si on entraîne un modèle de langage uniquement sur des milliers de textes épicuriens, l'IA va mathématiquement associer certains mots à des concepts épicuriens. Et du coup, face à un texte inconnu qui parle de maths ou de politique, elle va faire quoi? Elle aura tendance à remplir les trous avec le vocabulaire qu'elle connaît. Elle pourrait te générer une phrase épicurienne parfaitement construite, mais historiquement complètement fausse.
C'est hyper dangereux en fait. C'est une boucle fermée. Elle ne découvre pas l'histoire. Elle recycle ce qu'on lui a donné. C'est le grand piège. Et puis, il y a aussi une barrière matérielle toute simple, hein. On parle de scanners 3D de pointe, de puissance de calcul géante. Alors que la plupart des musées galèrent déjà à payer l'électricité, c'est ça. Ouais, numériser en très haute définition, ça coûte une fortune. Si l'objet n'est pas numérisé, l'IA ne sert à rien. Et j'imagine que pour les langues rares, c'est compliqué aussi. C'est l'autre gros point faible. Pour le grec ou le latin, on a plein de données. Mais pour des écritures comme le linéaire A en Crète, on a trop peu d'exemples. Et l'IA a besoin de millions d'exemples pour apprendre. Voilà. Sans cette masse, elle ne peut pas comprendre la structure de la langue. C'est pour ça que les chercheurs rappellent toujours que l'IA ne lit pas vraiment. Elle calcule des probabilités, elle propose une hypothèse, ce n'est pas un oracle. C'est un recadrage indispensable, oui. La machine propose, mais c'est l'humain qui dispose. Mais bon, même avec toutes ces pincettes, l'échelle de ce qui se prépare donne le vertige. C'est une révolution, sans aucun doute. Rien qu'à Herculanum, il y a encore 600 rouleaux fermés. Le rapport dit que ça représente 16 mégaoctets de texte brut. Ça a l'air de rien comme ça, 16 mégaoctets. Pour un ordi, c'est rien, oui. Mais en texte antique, c'est l'équivalent de 40 livres de 400 pages. C'est une quantité massive d'œuvres perdues depuis la chute de l'Empire romain et qui sont juste là à attendre sur des étagères à Naples. Et il n'y a pas que Naples. Sous la villa, il y a sûrement d'autres pièces pleines de rouleaux qu'on n'a pas encore fouillés. Et en Égypte, à Oxyrhynque, on a des millions de fragments de papyrus. Qui sont illisibles aujourd'hui à cause de l'usure, c'est ça, hein? Oui, mais qu'on pourrait passer à la tomographie et à l'IA très bientôt. C'est fou, parce que la transmission de l'histoire a toujours été un filtre hyper sélectif. On n'a gardé que ce que les moines du Moyen-Âge voulaient bien recopier. Beaucoup de choses ont été perdues. Oui, on sait par exemple qu'Aristote écrivait des dialogues grand public, soi-disant très poétiques, mais on a tout perdu. Il nous manque presque tous les poèmes de Sappho, des volumes entiers de l'histoire de Rome, et avec cette tech, retrouver ces chefs-d'œuvre, c'est plus du tout de la science-fiction. Ça transforme la discipline historique de fond en comble. Avant, la paléographie, l'épigraphie, c'était réservé à une élite qui pouvait aller dans les musées, toucher les fragments. Une science de moine, quoi. Exact. La barrière en l'entrée était immense. Mais là, le monopole du savoir est en train de basculer. C'est presque l'aspect le plus beau de cette histoire. Le code d'Ithaca est en open source. Les scans d'Herculanum sont téléchargeables par n'importe qui. Ce ne sont pas des vieux professeurs qui ont déchiffré le premier rouleau. Ce sont des jeunes de 20 ans en informatique qui ne parlaient même pas grec potier. C'est ça. L'histoire de l'humanité est littéralement devenue un gigantesque projet collaboratif mondial. L'archéologie documentaire n'a plus besoin d'un site de fouille. C'est clair. Probablement d'un ordi portable d'un passionné dans sa chambre à l'autre bout du monde. Exactement. Et la prochaine fois qu'on se retrouve devant un simple feu de camp, à regarder le bois se transformer en charbon, eh bien c'est quand même fascinant de se dire que sous cette surface noire, il y a des voix vieilles de 2000 ans qui n'attendaient qu'un algorithme pour se remettre à parler.